Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Comment lutter efficacement contre le terrorisme au Mali alors que le pays fait face à une recrudescence d'attaques? Les autorités ont décidé de changer de stratégie. Un gros plan dans ce journal. 60 jours pour un compromis. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se donnent jusqu'au 15 janvier 2020 pour trouver un accord sur le partage des eaux du Nil, une question qui empoisonne les relations entre les trois États depuis plusieurs années. Et puis la musique au service de la lutte contre l'immigration clandestine. À Yeumbeul, banlieue de Dakar, un groupe d'artistes et de musiciens dénonce les risques liés à cette périlleuse aventure. Mais tout d'abord, Adalberto Costa Junior, c'est le nom du nouveau dirigeant de l'UNITA, principal parti d'opposition en Angola. Il remplace à ce poste Isaiah Samakuva, qui a prévu de démissionner après 16 ans passés à la tête de ce mouvement. Adalberto Costa Junior aura l'immense tâche de redresser le parti en vue des prochaines élections générales de 2020. Parti qui n'a connu que des défaites électorales depuis la fin de la guerre civile, malgré un score de 26% lors des dernières élections générales. Les Algériens tentent le tout pour le tout. À quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre, des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues pour dire non au scrutin qui, selon eux, est destiné à régénérer l'ancien régime. Des panneaux électoraux ont été recouverts de slogans hostiles au vote et les appels à perturber les déplacements des candidats se multiplient. Rappelons que les 5 candidats en lice pour cette élection ont soutenu ou ont participé aux 20 ans de présidence d'Abdelaziz Bouteflika. On écoute à ce propos quelques manifestants. Nous voulons un état civil et non un état militaire. Le gouvernement devrait démissionner, ils devraient tous démissionner, aucune élection. Nous méritons de nouveaux visages, autres que le gouvernement de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Ceux qui sont en faveur des élections sont sortis hier pour protester. Nous ne voulons pas d'élections. Leurs salaires sont élevés, 15 millions. Mais nous n'avons même pas de travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans les rues pour le changement. Vive les forces armées maliennes. Pouvait-on entendre dans les rues de Bamako ce vendredi? Des milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition pour soutenir l'armée alors qu'une nouvelle stratégie militaire est annoncée pour faire face aux groupes armés et aux djihadistes. Les détails avec Aïssa Toubari. Face à la recrudescence des attaques terroristes, les autorités maliennes mettent en place une nouvelle stratégie. Il s'agit désormais de concentrer les unités éparpillées sur de vastes territoires, dans des bases où les soldats seront plus à même de se défendre. Jusque-là, en position de défense, l'armée va adopter une posture offensive face aux groupes armés. Cette décision s'inscrit dans l'exécution de nouveaux concepts d'opération qui visent à mieux adapter la stratégie à la menace des terroristes et autres narcotrafiquants. Il n'est nullement question d'abandonner les populations. Selon le gouvernement, les postes d'Andera Boukane et d'Indelimane dans la région de Gao ont replié sur Menaka et le poste de l'Abezanga a replié sur Ansongo. Dans ce choix opérationnel, d'autres unités seront également concernées. Donc ça sert surtout aussi à calmer quelque part le mécontentement grandissant, non seulement au sein des familles des militaires, au sein de la troupe elle-même, mais aussi au sein d'une partie de la population malienne. Ce qu'il faut dire, c'est que la présence de ces camps-là n'a pas permis de juguler de toutes les façons l'insécurité. Est-ce qu'un repli, quoique provisoire, va concourir à une dégradation plus importante de la situation? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire. Je crois qu'il faut observer avec prudence ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et voir si ce repli s'accompagne de patrouilles et d'opérations de grande envergure. Plusieurs recrutements ont été lancés pour renforcer l'armée et la police. En 2018, l'effort militaire représentait 22% du budget national, soit environ 600 millions de dollars par an. Les 3 quarts vont à l'armée, 1 quart à la sécurité intérieure.
Les dés sont jetés au Nigeria. Les électeurs se sont rendus aux urnes ce samedi sous haute sécurité pour élire les gouverneurs de 2 États, celui de Bayelsa dans le sud pétrolier, fief du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire, et celui de Kogi dans le centre où le siège de campagne d'un candidat a été incendié en début de semaine. À la mi-journée, le vote a été marqué par plusieurs incidents dénoncés par Amnesty International. Notons que les élections locales sont très disputées au Nigeria où les gouverneurs contrôlent les finances de leurs États. La rhétorique s'adoucit entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Après une médiation américaine, les 3 États semblent déterminés à trouver une solution au conflit qui les oppose depuis plusieurs années. Ils se sont fixés jusqu'au 15 janvier 2020 pour trouver un compromis pour la construction du grand barrage hydroélectrique de la Renaissance. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamsofehem. Après 9 ans de discussion, la crise entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie pourrait trouver une issue définitive le 15 janvier 2020. C'est l'information majeure à l'issue d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de ces pays et le président américain Donald Trump le 7 novembre 2019. Suite à des démarches infructueuses au sujet de la construction du barrage éthiopien de la Renaissance, le Premier ministre Abiy Ahmed a finalement accepté une médiation étrangère pour trouver un compromis avec l'Égypte et le Soudan. Abiy Ahmed étant lauréat du prix Nobel de la paix, donc je pense évidemment qu'il est au statut international aujourd'hui. Il va l'écrire à la paix, entrer dans l'histoire de l'Éthiopie. Cette zone est en proie à des tensions. Vous avez le Soudan du Sud, il connaît des problèmes internes. Vous avez également le Soudan, avec le départ de Béchi. Vous avez l'Érythrée qui n'est pas encore stable. Vous avez également l'Égypte qui connaît également des récessions internes. Donc les tensions dans la région font que les conditions sont réunies pour aller vite vers un accord de paix durable. L'Égypte craint que la construction du grand barrage de la Renaissance, entamé en 2012 par l'Éthiopie, entraîne une réduction du débit du Nil bleu, un fleuve dont il dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. L'Égypte réclame un minimum annuel garanti de 40 milliards de mètres cubes, revendication à laquelle l'Éthiopie n'a pas donné son accord en évoquant un droit historique sur le Nil garanti par une série de traités. Si aucun accord n'est conclu d'ici le 15 janvier 2020, les ministres des Affaires étrangères ont convenu d'invoquer l'article 10 de la Déclaration des principes de 2015, qui stipule qu'en cas d'échec des négociations au niveau ministériel, la balle passe dans le camp des chefs d'État ou de gouvernement pour qu'une médiation externe peut être sollicitée. Le Nil bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Selon le gouvernement éthiopien, le barrage de la Renaissance devrait commencer à produire de l'électricité d'ici fin 2020 et serait complètement opérationnel d'ici 2022 avec une puissance installée de 6000 MW. L'annonce avait été faite, c'est désormais officiel. Les autorités gambiennes ont publié ce vendredi un projet de nouvelle constitution qui doit remplacer le texte en vigueur depuis 1997. Celui-ci limite à 2 le nombre de mandats présidentiels notamment. La commission de révision mise en place en juillet 2018 doit à présent mener une consultation nationale afin de recueillir les avis de l'opinion publique. Le document issu de cette consultation sera ensuite soumis au président Adama Barrow, puis à l'Assemblée nationale avant la tenue d'un référendum populaire dont la date reste à déterminer. Dans l'actualité économique, le Ghana est en quête de 5 milliards de dollars pour financer une partie de sa dette en 2020. Les autorités prévoient donc une nouvelle sollicitation du marché international des capitaux à hauteur de 3 milliards de dollars. Une partie du recours sera en monnaie locale. Les précisions de Siam Victoria Sedi. Le Ghana souhaite financer une partie de son déficit budgétaire. Pour ce faire, le pays prévoit d'emprunter 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs étrangers au cours de l'année fiscale 2020. Une partie du recours aux investisseurs extérieurs sera en monnaie locale pour un montant de 10,6 milliards de cedi ghanéens, soit 1,9 milliard de dollars. Emprunter de l'argent comporte toujours des risques, quel que soit le montant, parce que vous devez de l'argent à des créanciers et il faudrait qu'un jour ou l'autre, que votre économie puisse dégager des réserves pour pouvoir les payer. Donc, si l'emprunt est destiné
à augmenter les capacités productives du Ghana et donc à générer des revenus, évidemment le Ghana pourra gérer cet emprunt de manière convenable. Le reste des ressources internationales sera couvert par une nouvelle sollicitation du marché international des capitaux à hauteur de 3 milliards de dollars. Les dépenses totales, y compris l'appurement des arriérés, devraient atteindre 15,5 milliards de dollars, soit 21% de plus que ce qui était prévu pour 2019. Maintenant, si le Ghana utilise cet argent pour d'autres choses comme des éléphants blancs, entre guillemets, dont on parle, évidemment, ça risque de poser des problèmes. Donc, ça dépend de la destination de l'emprunt et de la manière dont le gouvernement ghanéen va gérer cet emprunt. Le Ghana présente des atouts pour le marché international de la dette. Au cours des 5 dernières années, le pays a réalisé une croissance de 6% en moyenne annuelle. La musique au service de la lutte contre l'immigration clandestine à Yeumbeul, banlieue de Dakar, la capitale sénégalaise. Un groupe d'artistes et de musiciens sensibilise les candidats à la dangereuse, périlleuse aventure qui coûte chaque année la vie à des milliers de personnes. Aïssatou Diamanka Besland. Longer le long de la plage, marcher, regarder vers l'horizon. Cet horizon qui a déjà pris dans ses tourbillons de nombreuses vies humaines à la recherche d'Eldorado, la fracture sociale et économique pousse les jeunes à rêver d'Europe. Les souvenirs du fils de sa voisine, péri dans un bateau en voulant traverser la mer, sont encore vivaces dans l'esprit d'Astoufaï. Maman s'est mise en pleurs parce qu'il ne savait pas où est-ce qu'elle va y aller pour chercher son fils. Il n'a pas de source pour faire ses recherches, pour enfin trouver son fils et de savoir dans quel état il est. De l'autre côté de Yeumbeul, une banlieue de Dakar, les jeunes se mobilisent. Des artistes chanteurs observent, dénoncent et sensibilisent à travers leurs textes engagés les jeunes Sénégalais à ne plus rêver d'Europe, dans un pays pourtant où environ 75% des familles souffrent de pauvreté chronique, selon le Programme alimentaire mondial, une pauvreté liée au manque d'emploi et à la cherté de la vie. Ouais, bon, il y a beaucoup de jeunes que nous connaissons qui ont pris la mer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont restés. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont revenus, mais totalement traumatisés aussi. Même si les chiffres officiels ont chuté en 2017, en 2016, les Sénégalais représentaient environ 10 378 des clandestins voulant se rendre en Europe. Selon l'Agence européenne des gardes-frontières, le pays de la Teranga est le 10e endroit géographique d'où proviennent les candidats de l'immigration clandestine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.